Alors je recommence parce qu'apparemment je regardais pas la caméra. Donc bonjour les loulous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors on va entamer le chapitre 4 d'histoire, hein, le dernier chapitre du thème 1, on n'est pas en avance. Et je vous le propose en deux parties. Une première vidéo sur la collaboration française pendant l'occupation nazie et la deuxième partie sur la résistance française. Alors ici, c'est la première partie qui vous intéresse avec l'exercice sur l'affiche à colorier de Pétain. Donc vous aurez la correction au cours de cette vidéo. Vous trouverez aussi des documents et d'autres extraits vidéo que j'ai trouvés qui sont très intéressants à regarder. Bien, je vous souhaite bon visionnage, bonne correction et à bientôt. La France déclare la guerre à l'Allemagne nazie en septembre 1939 suite à l'invasion de la Pologne et l'armée française est à ce moment-là en grande partie mobilisée dans le nord et l'est de la France, en particulier sur les fortifications de la ligne Maginot. Pendant plusieurs mois, l'armée française ne fait aucune opération militaire en France et c'est ce qu'on va appeler la drôle de guerre. Mais le 10 mai 1940, l'armée allemande passe à l'attaque par l'ouest à travers la forêt des Ardennes qui est non défendue. Il faut savoir que la campagne qui vise aussi les Pays-Bas et donc la France durera moins de 6 semaines. À l'origine, les commandements britanniques et français pensaient que l'armée allemande allait attaquer, comme pendant la Première Guerre mondiale, par le centre de la Belgique, et ils vont donc poster en urgence des troupes à la frontière entre la France et la Belgique. La Belgique qui, comme les Pays-Bas, va se rendre durant le mois de mai. Mais la Wehrmacht va attaquer par les Ardennes, au sud-est de la Belgique et au nord du Luxembourg. Et comme l'armée nazie s'est vraiment préparée à cette guerre, elle dispose de tout un matériel moderne comme les chars, les bombardiers et l'infanterie est à ce moment-là motorisée. Eh bien, ce matériel moderne va permettre à l'infanterie allemande et aux blindés de percer les lignes de défense françaises et d'arriver quasiment jusqu'à la côte atlantique. Donc, en juin 1940, le front est rompu face à l'avancée allemande et l'armée française va être disloquée. Donc, en deux parties. Une première partie qui va suivre les troupes anglaises, soit plus de 300 000 soldats français et anglais au total, qui va se replier sur Dunkerque et ces troupes françaises et anglaises vont être évacuées via la Manche en Grande-Bretagne. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, on ne voulait pas rapatrier les Français avec les Anglais et puis quand même on a décidé d'en rapatrier un petit peu, mais il est resté des Français sur la côte française. Et de l'autre, on va avoir des soldats qui vont reculer vers la Loire de façon très désordonnée et les troupes qui étaient installées sur les fortifications de la ligne Maginot vont quant à elles être encerclées sans avoir combattu et faites prisonnières. Donc, face à l'avancée allemande, le 10 juin 1940, le gouvernement français va être déplacé à Bordeaux pour préserver l'État français et les ministres, pendant que des millions de Français vont fuir leur domicile, qu'ils vont quitter avec le peu de biens qu'ils vont pouvoir transporter. C'est ce qu'on a appelé l'exode. Qui va durer un moment, et je vous ai déjà raconté que ma grand-mère, qui était enceinte de mon papa jusqu'aux yeux, est partie en train, commandé par un soldat SS. Et puis quand ils sont arrivés à destination, les Allemands étaient déjà là, donc ma grand-mère a décidé, ne s'est pas démontée, elle a décidé de remonter dans le train et de repartir chez elle. Quand elle est rentrée, la maison avait été pillée, dévastée, mais du coup elle est rentrée plus vite que prévu chez elle. Et donc mon papa est né dans la maison familiale. Donc, ces conditions difficiles qui vont jeter des millions de personnes à travers la France, qui ne savent pas vraiment où aller, qui ont peur, qui subissent les bombardements aussi, et Paris qui va donc être délaissé par l'État français qui s'est réfugié à Bordeaux. Paris est donc déclarée ce qu'on appelle ville ouverte, c'est-à-dire une ville qui s'est rendue sans combattre. Alors pourquoi? Parce qu'on veut éviter la destruction de la ville de Paris et la ville ouverte est souvent déclarée par un accord soit explicite, soit acté, soit implicite entre les pays qui se font la guerre, entre les belligérants. Et le 14 juin, c'est la prise de Paris par les troupes allemandes.
Alors, Paul Reynaud, qui était alors président du Conseil des ministres, hein, je rappelle, on est sous la Troisième République, va remettre sa démission le 16 juin 1940 et c'est le maréchal Pétain qui va devenir le nouveau chef du gouvernement. Il va s'adresser dans un message radiodiffusé à la population le 17 juin et je vous le laisse juste après, vous pourrez entendre la version originale. Il va annoncer qu'il va demander dans les conditions de l'armistice hein, pour arrêter les combats. Et de nombreux soldats, à l'écoute de ce discours, vont penser que c'est acté, hein, que l'armistice est signé. Ils vont donc cesser les combats, le peu de combats qu'il y a eu, et ils vont être faits prisonniers, étant donné que ben non, les opérations militaires ne sont pas officiellement déclarées terminées. Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. La signature de l'armistice a lieu le 22 juin 1940 en forêt de Compiègne, à Rotonde, là où il y avait eu l'armistice signé par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale. Eh bien, c'est au tour des Français, représentés par le général Hunsinger et Léon Noël, hein, qui sont les représentants du gouvernement du maréchal Pétain, et un représentant de l'armée allemande, qui est le général Wilhelm Keitel, qui va, avec son homologue français, signer l'armistice en présence d'Hitler, qui s'est déplacé hein, pour bien montrer le poids de cet armistice. Alors l'armistice, c'est un petit peu un poids pour la France, puisque les Allemands vont occuper une partie du territoire français, tout le nord, et certaines parties vont être complètement fermées à la population française, et l'Alsace-Lorraine va être récupérée et annexée au Grand Reich, alors que dans le nord de la France, eh bien, les territoires vont relever de l'administration militaire allemande en Belgique. Alors, outre l'occupation d'une partie de la France, l'effectif de l'armée française se voit très largement réduit et la France doit payer de très lourdes indemnités à l'Allemagne. Alors cet armistice, eh bien, si on fait le bilan des soldats, 96 000 soldats français sont morts au combat, 200 000 sont blessés, il y a plus de 2 millions de prisonniers français. En comparaison, 27 000 soldats allemands sont morts et environ 111 000 blessés, ce qui est nettement moins que du côté français. Alors, je vous rappelle, il n'y a pas eu tant de combats que ça. Alors, le 22 juillet, les pleins pouvoirs sont accordés au maréchal Pétain, qui va abolir la Troisième République française, donc la notion républicaine, et qui va instaurer un nouveau régime, ce que l'on a appelé le régime de Vichy. Vous aviez donc l'affiche du maréchal Pétain à colorier, que je vous avais distribuée donc juste avant la première semaine de confinement.
avec une légende. Il y a donc des parties en rouge, des parties en bleu et des parties en vert. Et vous verrez que moi, j'ai rajouté des parties en gris qu'il faudra recompléter. Alors, ces couleurs correspondent à 3 éléments qui composent le message de l'affiche, à savoir que c'est le maréchal Pétain qui dirige la France comme un père de la patrie, un père de famille, mais associé à la France. Et ce maréchal, donc un pouvoir unique dédié à un homme qui est ce maréchal, va assurer la cohésion sociale, c'est-à-dire le lien entre les Français, d'une France qu'on dit éternelle, hein, où on va aller rechercher des images traditionnelles qui reposent sur les anciennes valeurs qui étaient mieux que les nouvelles, on va dire ça, mieux que la modernité. Et ce socle finalement de la France éternelle, eh bien, va s'inscrire dans ce qu'on a appelé la Révolution nationale mise en place par le maréchal Pétain. Alors, je vais revenir au tout début du polycopier avec donc l'affiche, et pour finalement corroborer ce que l'on vient de dire, hein, en rouge, le maréchal Pétain, père de la patrie, en bleu, le fait qu'il assure la cohésion sociale de la France éternelle, en vert, cette France éternelle qui puise ses racines dans la Révolution nationale. On pouvait donc souligner en rouge tout ce qui relevait du maréchal Pétain et de cette idée de père de la patrie, à savoir, si je lis comme une carte mentale, je commence en haut à droite, en rouge, le maréchal Pétain en tenue militaire, le rameau de laurier, le bâton de maréchal à 7 étoiles, le ballot ficelé et une ancre, c'est-à-dire des activités traditionnelles, là ici c'est lié à la marine, le coq gaulois qui représente la patrie, le chien pour la fidélité, la francisque qui est la hache utilisée par les Francs au Moyen-Âge, donc là on a bien l'idée de la France éternelle, hein, du patrimoine français, le rameau de chêne et le drapeau français bleu, blanc, rouge. Ça c'était à souligner en rouge. Alors en bleu, cette idée de cohésion, d'assurer la cohésion, et on voit que la francisque, elle fait comme une colonne vertébrale entre le maréchal Pétain et la France qu'il souhaite pour les Français, eh bien on pouvait souligner avantageusement qui regarde vers la droite, c'est-à-dire vers l'avenir, avec cette idée qu'il va lui être le guide de la France éternelle. Et pour ce qui est de la Révolution nationale, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux, aux valeurs traditionnelles de la France, on va donc avoir en vert toutes ces anciennes activités, l'artisanat par exemple, avec le forgeron qui frappe un objet sur son enclume, l'idée aussi que la femme, elle est là pour assurer la continuité dynastique, la continuité de la France en faisant des enfants, en s'occupant de ses enfants. Donc on pouvait souligner en vert une femme et ses 4 enfants, dont une fille avec une coiffe alsacienne et un nourrisson. Là on fait appel à l'Alsace qui avait été perdue par la France, qui a été reprise par la France. Or là, c'est très étonnant parce que l'Alsace va être de nouveau sous territoire, sous occupation allemande. Et on revient aux valeurs fondamentales de la terre, le paysan avec une paire de bœufs dans un champ, et au loin, hein, le clocher de l'église, puisque là, il y a l'idée du catholicisme qui doit donner des valeurs à la société française, surmonté du coq, hein, qui est un symbole de la France. Donc voilà pour les couleurs qui étaient associées au message, et on rajoutera finalement cette opposition, cette France moderne que réfute Pétain, on soulignera en gris ou en crayon de mine ou en crayon de couleur noire des usines qui polluent et la Tour Eiffel. Donc là on a la Tour Eiffel qui est née pour une exposition universelle à la fin du 19e siècle qui est un signe de modernité pure. Et qu'apporte la modernité? Eh bien des usines, mais les usines, qu'est-ce qu'elles font? Elles polluent. Et donc on voit ça, hein, Pétain voit ça comme un élément négatif. Il faut revenir aux valeurs fondamentales, et les valeurs fondamentales ne passent pas par la modernité. Alors, deuxième partie de l'affiche, c'est-à-dire le décryptage, un petit peu comme je vous l'ai fait. Je vous ai dit à quoi finalement correspondaient les éléments, les symboles. Donc,
En rouge, eh bien, emblème national de la France, la figure paternelle qui est vraiment, qui prend la moitié de l'affiche, qui domine la société française, qui est vraiment beaucoup plus petit quand on regarde bien. On a cette idée de longévité, de justice avec le rameau de chêne, le rameau de laurier, l'emblème officiel de l'État français avec la francisque, l'idée aussi de la fidélité, de la vigilance, de la bravoure, qui sont des valeurs que Pétain veut mettre en avant au sein de la société française. Et puis, on parlait de la marine, on parlait des navires, eh bien, c'est aussi le symbole d'une France qui est coloniale, qui possède des colonies, qui est donc puissante. Et on a entre les deux ce bâton, cette francisque, et puis ce bâton de maréchal, finalement, à cette étoile que j'ai mis en bleu et rouge parce que du coup ça relève à la fois du maréchal Pétain, de père de la patrie, et de cette cohésion sociale d'une France éternelle. D'ailleurs, je vous dis une bêtise, je pense que le bâton de maréchal à cette étoile, il aurait pu être bleu et rouge aussi. Et du coup, j'ai aussi rayé en bleu cette figure paternelle qui domine parce que cette figure paternelle, c'est elle qui va assurer la cohésion sociale. Donc, on pouvait assurer, donc vous pouvez rajouter ces éléments-là aussi sur votre exercice. Alors, la Révolution nationale qui est mise en avant par Pétain, elle est trois fondements finalement. La famille et le travail, à la fois les racines rurales qui donnent à manger, qui subvient aux besoins, qui a des valeurs de travail, de courage, et la France artisanale, le bon vieux sabotier par exemple, qui va faire son travail à la main et qui est courageux, qui est valeureux. Et donc c'est ce socle que l'on a guidé par le maréchal Pétain qui voit vers l'avenir. Et alors il va très loin dans cette révolution nationale puisqu'il va même changer la devise française qui est née lors de la Révolution française, hein, liberté, égalité, fraternité, que l'on pourra souligner en gris dans le premier document, par travail, famille, patrie, des valeurs traditionnelles, des valeurs sous-jacentes catholiques qui reposent sur la famille qui est le socle, là où on doit apprendre à éduquer les enfants, là où on apprend les valeurs, là où on apprend le travail. Donc ça, c'était le message de cette affiche où finalement, sans Pétain, la France ne peut rien faire et grâce à Pétain, la France va retrouver des valeurs qui vont lui permettre de tenir debout. Voilà le message dans l'idée de finalement ce régime de Vichy, cette révolution nationale qui permet à Pétain de concentrer tous les pouvoirs politiques dans ses mains. On n'est donc plus dans une démocratie, on n'est plus dans une république. On a une nouvelle devise, on a l'abolition du suffrage universel et des libertés fondamentales. Donc là, perte des libertés, perte du droit de vote, quasiment perte de la citoyenneté finalement. Et on a un modèle un petit peu à l'allemande, nazie, partis politiques et syndicats interdits, la natalité est encouragée, la femme doit faire des enfants, la femme doit rester au foyer, la femme doit s'occuper de ses enfants. La jeunesse est encadrée, on a l'idée de propagande, de diffusion du message via la jeunesse et puisque c'est un modèle autoritaire, on va avoir le développement du culte de la personnalité autour du maréchal Pétain, comme on le voit d'ailleurs sur cette affiche qui est une affiche de propagande. Donc j'espère que là vous avez bien compris cette idée de ce régime de Vichy qui est ce qu'on a appelé la révolution nationale avec un changement, un régime devenu tout à fait autoritaire. Le régime de Vichy est donc devenu un régime autoritaire, mais pas seulement. Il a aussi deux axes très forts. C'est un régime collaborationniste. Vous l'avez vu avec les photographies où Pétain serre la main à Hitler, ce qu'on a appelé l'entrevue de Montoire, qui a lieu le 24 octobre 1940. Et cette collaboration là, qui est physique, qui est concrète, va avoir deux volets. Un volet économique et un volet politique, où la France ira même plus loin que ce qu'a demandé Hitler. Alors cette collaboration économique, elle va passer par la création de ce qu'on a appelé le STO, le service du travail obligatoire, où tous les hommes valides
doivent partir en Allemagne pour y travailler puisque les hommes allemands sont au front, que les Français ne sont plus concrètement en guerre, eh bien, on va prélever une part humaine sur la société française pour l'envoyer en Allemagne ou dans les territoires interdits français. On va comme ça utiliser les hommes, mais aussi les femmes et parfois les enfants. On va aussi prélever sur les réserves de nourriture, de matériel, de matériaux qui vont partir par train entier jusqu'en Allemagne. On va même avoir, et là c'est anecdotique, enfin non quand même, le pillage systématique culturel français et beaucoup d'œuvres vont être cachées, sinon elles étaient emmenées en Allemagne. Alors cette collaboration, elle est aussi politique, puisque Hitler va demander le retour des Juifs allemands, on l'a vu avec Charlotte Salomon, et les Français vont aller plus loin, et c'est même les Français, la milice française qui va arrêter les Juifs, notamment les Juifs français, vous verrez dans la vidéo qui suit. 75 000 Juifs et résistants, puisque la traque, comme elle est politique, elle est aussi contre ceux qui s'opposent au régime de Vichy et à la collaboration, par la milice française pour aider la Gestapo, la police politique qui était installée en France, mais qui à elle seule ne pouvait pas s'occuper de tout le territoire, pour maintenir l'ordre, pour faire adopter les ordres du régime de Vichy et de l'occupant allemand, et pour traquer les opposants politiques et les Juifs qui vont être déportés. Donc ça, il y a vraiment eu un régime collaborationniste avec des Français en petit nombre qui ont collaboré concrètement avec l'occupant et qui à la fin de la guerre essaieront plus ou moins de passer résistant pour ne pas se faire avoir. Certains Français vont même aller plus loin dans la collaboration puisqu'ils vont s'engager auprès de l'armée allemande dans le groupe qui s'appelle la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Alors il faut effectivement savoir que dès l'annonce de l'entrée en guerre de l'Allemagne nazie contre l'URSS, en dépit du pacte germano-soviétique, les partis collaborationnistes français obtiennent des autorités d'occupation allemandes la création d'une unité française militaire. La Légion des volontaires français contre le bolchevisme, LVF, est créée début juillet 1941. Elle naît 15 jours après le déclenchement de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne. Il s'agit en fait d'engager des soldats français aux côtés de l'armée allemande contre les soviétiques dès l'hiver 1942. On se souvient de la bataille de Stalingrad, combien c'était difficile et combien ils ont besoin de soldats. Entre septembre 1941 et septembre 1944, quelques 30 000 Français s'engagent pour combattre au sein de l'armée allemande. Alors généralement, ils sont méprisés par la majorité des Français, qui les prennent comme des traîtres. Ils sont suspects aussi politiquement et militairement aux yeux des Allemands qui les prennent pour des résistants. Les légionnaires de la LVF, finalement, ne trouvent pas réellement leur place dans ce combat allemand. Alors, la LVF est officiellement dissoute le 1er septembre 1944 et les survivants de ce groupe vont être principalement intégrés à la division SS Charlemagne qui a regroupé jusqu'à 7000 hommes. Alors, le nombre d'engagés jusqu'en 1944, à l'année de la dissolution, est estimé à 12 000 hommes, d'après ce qu'il reste des combats. Donc d'autres Français vont choisir de combattre sous l'uniforme allemand, mais eux vont s'engager directement dans des unités ou organisations allemandes, la Waffen-SS, la Kriegsmarine, l'organisation Todt qui va être une organisation qui va être chargée de créer les nombreux grands projets de construction dans les domaines civils et militaires en Allemagne, puis dans les pays sous domination nazie, les pays européens, de la France à la Russie, comme des usines d'armement, des bases de sous-marins, des lignes de fortification, comme le mur de l'Atlantique, ou encore au sein de la NSKK, je vous fais grâce du nom en allemand, qui est une organisation paramilitaire du NSDAP, le parti nazi créé avant-guerre. Donc, un investissement français qui va au-delà d'une simple collaboration et qui sera puni de la mort pour ceux qui se feront arrêter à la fin de la guerre. Sur le front de l'Est, des unités de la Légion des volontaires français montent vers les premières lignes.
Tir de barrage des avant-postes ennemis. Les Russes se sont retranchés dans un hameau. Le combat est terminé, les Français sont maîtres du village. Alors, deuxième volet, on a parlé des Juifs. Eh bien, le régime de Vichy, c'est un régime antisémite qui va mettre en place des lois, des réformes, un peu à l'image de l'Allemagne nazie, pour au fur et à mesure réduire les droits des Juifs, notamment des Juifs français. Donc, dès octobre 40, ça commence très tôt, le régime de Vichy interdit certains métiers aux Juifs. Et les Juifs vont être par la suite écartés de la fonction publique et des médias, par exemple professeurs ou avocats. Dès 1941, on va recenser les Juifs, on va faire des listes que l'on va donner à l'Allemagne nazie, on va confisquer les biens, les entreprises juives, et la France va ensuite participer activement à la solution finale, à l'extermination des Juifs, à partir de 1942, quand l'Allemagne va mettre en place le système, et va organiser des rafles de Juifs, notamment la plus connue, la rafle du Veldiv, qui va être racontée par une survivante dans la vidéo qui suit. Et durant les 16 et 17 juillet 1942, la milice française, la police française va arrêter plus de 13 000 Juifs, des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards. Alors, il y aura ensuite une rafle des vieillards pour grossir les rangs des wagons et participer à l'extermination des Juifs dans les camps de mise à mort. J'avais déjà 8 ans. Ma mère nous avait cachés la veille au soir chez nos grands-parents paternels qui habitaient environ 50 mètres de chez nous parce qu'elle avait dû entendre des bruits, des rumeurs, disant qu'on allait prendre pour la première fois des femmes et des enfants. Mon père était déjà parti pour Auschwitz, mais on ne savait pas où. Et elle nous a cachés donc chez nos grands-parents paternels. Le matin, à l'aube, nous nous pensions en sécurité. On frappe à la porte de grands coups. 2 policiers, un en uniforme et en civil, nous donnent l'ordre de nous habiller rapidement. Ma sœur avait 13 ans et moi 8, je précise. Un des policiers nous dit « Vous pouvez remercier votre concierge, c'est elle qui nous a dit où vous étiez. » J'ai vu de toutes les portes cochères sortir des femmes avec des enfants, certains petits-enfants dans les bras de leur maman qui hurlaient. D'autres tenaient la robe ou la jupe de la maman. Les petits hurlaient parce qu'ils avaient été réveillés en plein sommeil. C'est une image qu'on n'oublie pas. On nous a emmenés tel un troupeau parce que le flot grossissait à chaque fois. Et encadrés par les policiers, j'ai vu aux fenêtres des gens. Certains faisaient le signe de croix, les larmes aux yeux. D'autres nous montraient du doigt en riant. Certains passaient indifférents. Et je dis toujours quand je témoigne que malgré mes 8 ans, j'ai senti que les Parisiens n'étaient pas tous d'accord quant à notre sort. Et on nous a emmenés à travers les rues jusqu'à, en ce qui me concerne, jusqu'à la Bellevilloise. Nous étions là, serrés les uns contre les autres, debout. Il faisait une chaleur et un bruit indescriptible. Les enfants hurlaient, les policiers hurlaient aussi. J'en garde une image très cauchemardesque. Et ma mère n'avait qu'une idée en tête, c'est nous faire fuir. Elle avait pressenti le danger. Ma mère nous dit, vous allez vite sortir, et ses derniers mots sont, si on revient vous chercher, fuyez toujours dans la rue. Dans la rue, il y a du monde, les gens vous protégeront. Mais quand on a 8 ans, qu'on voit des hommes en armes qui hurlent, les gens qui hurlent, on a peur. Et je me suis accrochée violemment, très fort à la robe de ma mère. Je ne veux pas te quitter, je hurlais. J'ai fait une comédie incroyable. Et donc, elle m'a giflé violemment. La seule gifle de ma vie, et elle a giflé ma sœur. Sur le moment, je n'ai pas compris.
C'est plus tard que j'ai compris que j'ai eu une mère courage. Et ma sœur m'a prise par la main et nous sommes sortis. En fait, les policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Je suis restée chez mes grands-parents pendant quelques mois. Nous craignions à chaque fois des rafles. C'était des moments très difficiles. Le pourquoi du mensonge. Ce jour-là, on a pris beaucoup de vieillards. On est venu chercher mes grands-parents, ma sœur et moi, parce qu'on savait que nous vivions... ils savaient que nous vivions chez nos grands-parents. Là, mon grand-père, paralysé, ne pouvant pas marcher, on l'a laissé seul. Il serait mort de faim. Et on nous a emmenés à travers les rues, ma grand-mère, ma sœur et moi, jusqu'au commissariat du 20e arrondissement. Et là, on a ouvert une trappe, je dis bien une trappe, et on nous a fait descendre dans le sous-sol du commissariat. Là, il y avait déjà beaucoup de vieillards pleurant, grelottants, dans le noir. C'était cauchemardesque. Nous avons attendu que les policiers amènent d'autres vieillards, et lorsqu'ils sont remontés, on leur a sauté dans les jambes, dans l'escalier. Nous avons fait irruption dans la pièce principale du commissariat. Et à notre vue, ces Parisiens, qui étaient eux-mêmes arrêtés pour diverses raisons, se sont mis à hurler après le commissaire et les policiers des noms d'oiseaux que je n'ose pas répéter. Mais ils ont tellement hurlé, les policiers avaient leur liste dans les mains, encore beaucoup de gens à prendre, à aller chercher. Donc au bout de quelques minutes, on nous a dit « fichez le camp ». Alors quand je témoigne devant des jeunes, je leur dis « la vie tient parfois à 3 mots, fichez le camp ». J'ai perdu 17 personnes de ma famille rien qu'à Paris. Une tante et un oncle ont appris que nous étions en danger et nous ont fait sortir de là. C'était très difficile d'en sortir. Et à partir de ce moment-là, j'ai vécu 8 jours dans une famille catholique, quelques jours chez des bonnes sœurs. J'ai changé souvent d'endroit, je ne me souviens même plus où. Séparée de ma sœur et ma cousine qui était résistante, qui avait près de 19 ans, m'a procuré des faux papiers. Je crois que c'est en janvier 1944. M'a procuré des faux papiers. Mon nom était Rachel Psankiewicz. Je suis devenue, à 9 ans et demi, Rolande Sagnier. Elle m'a emmenée à Château-Renaud, c'est près de Tours, et parce que ses jeunes frères et sœurs, qui malgré tout étaient plus âgés que moi, étaient chez une nourrice qu'ils connaissaient depuis avant la guerre, et ils y étaient très heureux. Quand on a 9 ans et demi, il faut aller à l'école. J'ai fait parvenir un petit mot à ma tante, et elle m'a envoyé mon cartable. Il restait dedans un cahier à mon nom. Quand ma nourrice a ouvert le colis, le cartable apparaît, elle ouvre le cartable, et il restait, horreur, un cahier à mon nom. Elle avait fait une erreur. Et elle me dit, tu ne t'appelles pas Rolande Sagnier, tu t'appelles Rachel sans... Elle n'arrivait même pas à prononcer mon nom à consonance polonaise. J'ai dit, oui, c'est moi. Tu es juive? Oui, je suis juive. À partir de ce moment-là, j'ai été battue, menacée de dénonciation. Je ne pouvais plus parler. 1 mois avant la libération de Château-Renaud, la nourrice de mes cousins est venue me chercher là. Et en hurlant, elle m'a sortie de là, elle m'a placée pendant 1 mois chez sa sœur et son beau-frère, des gens normaux, entre guillemets, monsieur et madame Saillard. Et je les ai revus par la suite. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. On nous a volé notre enfance. Moi, je peux dire mon adolescence aussi, parce que la vie a été très difficile pour moi après la guerre. On ne peut pas oublier. C'est très important que ce soit reconnu, parce qu'après la guerre, on ne nous laissait pas parler. C'était la France résistante. Combien de fois ai-je entendu, maintenant on parle de l'avenir, on ne parle plus de ça. D'autres ont entendu, tu as de la chance d'être resté en vie, alors tais-toi.
Nous nous sommes tus parce que personne n'était prêt à nous écouter. Il est vrai que le président Chirac, en 1995, nous a permis de prendre la parole, chose que nous faisons depuis cette époque. Et aujourd'hui, notre président de la République, M. François Hollande, a fait un très beau discours où il reconnaît ce qui s'est passé, que la France a commis l'irréparable, et pour nous, c'est très important. Donc, je répète, hein, ce régime de Vichy, c'est un régime autoritaire, c'est un régime collaborationniste et c'est un régime antisémite.